Il est des hommes qui ne vivent pas seulement leur époque, mais qui la transforment. Jacques-Yves Cousteau, officier de marine, explorateur, inventeur, cinéaste, écologiste, mais aussi maître incontesté du bonnet rouge, a fait descendre l'humanité dans les profondeurs des océans, sans avoir à y laisser un poumon. Voici l'histoire de l'homme qui a rendu la mer visible et sexy avec une caméra étanche. Jacques-Yves Cousteau voit le jour le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac, ce qui est probablement l'un des noms les plus drôles à dire 3 fois de suite la bouche pleine. Issu d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle, il a une enfance studieuse et fragile. Sa santé n'était pas au top, disons qu'on aurait pu le confondre avec une algue frémissante dès qu'il éternuait. Mais ce petit gars avait de l'or dans les mains et des tournevis dans les poches. Il démonte tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas. Réveil, poste radio, cafetière, un vrai petit Frankenstein de la mécanique. Il fabrique même une caméra artisanale. Si TikTok avait existé, il aurait explosé l'algorithme. À 20 ans, il entre à l'école navale. Il rêve de devenir pilote, jusqu'à ce qu'un accident de voiture lui fracture ses ambitions et quelques os. En convalescence, un médecin lui prescrit de la natation. Moralité, faites toujours confiance à votre médecin, il peut vous transformer en légende. Il découvre alors l'apnée à Sanary-sur-Mer, avec des lunettes bricolées. Ouais, oui, vraiment. Imagine une verrière de cerf montée sur un élastique de caleçon. Et là, c'est le déclic. Jacques n'épousera jamais l'air. Il tombera amoureux de l'eau. En pleine Seconde Guerre mondiale, Cousteau rencontre Émile Gagnan, ingénieur chez Air Liquide, les mecs qui font les bulles pour les plongeurs. Ensemble, ils s'accouchent du détenteur autonome, une invention qui a révolutionné la plongée et évité à des générations de plongeurs de finir leur balade aquatique en apnée prolongée et fatale. Ce détenteur, Cousteau-Gagnan, c'est le Graal de la respiration sous-marine. Tu inspires, il répond. Une vraie relation toxique inversée. Plus tu descends, plus il t'aime. Mais Cousteau ne s'arrête pas là. Avec ses acolytes Frédéric Dumas et Philippe Taillet, il filme par 18 mètres de fond, puis épave. À l'époque, filmer sous l'eau, c'était un peu comme essayer de faire du tricot avec une machine à laver en marche. Et pourtant, il s'y arrive. Il s'imagine aussi les palmes ergonomiques. Avant, les gens plongeaient avec des planches à pain. Enfin, façon de dire. Les combinaisons isothermiques, adieu les crolottements façon glaçon sur pâte, et les premières caméras étanches. Donc merci pour les vidéos de poissons moches qu'on regarde aujourd'hui sur YouTube. En 1950, il reçoit le Calypso, un ancien dragueur de mines, un navire militaire conçu pour repérer et neutraliser les mines sous-marines, offert par un philanthrope irlandais. On imagine qu'il l'a gagné au poker ou perdu volontairement, qui sait. Allez, petite parenthèse. C'est quoi un dragueur de mine? Dragueur de mine vient de l'action draguer, au sens de ramasser ou nettoyer le fond de la mer. Et l'expression draguer quelqu'un, donc séduire lourdement et avec insistance, est née par extension humoristique. Un homme qui ramasse ou cherche quelqu'un dans une approche assez insistante, comme un filet qui ratisse tout. Et ouais, tu dragues comme les chalutiers. Allez, on retourne sur le Calypso. Cousteau en fait un laboratoire flottant, avec un look à mi-chemin entre bateau de pirates et navire Star Wars en version bleue. En 1956, il explose les compteurs. Le film Le Monde du Silence rafle la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur documentaire. Qui d'autre peut dire qu'il a gagné à la fois à Hollywood et chez les cinéphiles aux sandales? Mais il n'est pas là pour faire joli. Le Calypso devient un vrai centre de recherche flottant. On s'en sert pour tester des caméras torpilles, pour explorer les abysses, pour faire des tests de mini-sous-marins, et ainsi de suite. C'est James Bond, mais avec des dauphins. À cette époque, Cousteau décide de vivre sous l'eau, littéralement, avec le projet Précontinent ou Conchel. Il installe des maisons sous-marines, genre colocation aquatique pour plongeurs endurcis. Les cas vivent à 10, 25 puis 100 mètres de profondeur. Ils dorment, mangent, travaillent, râlent, probablement. Le tout avec des poissons comme colocataires.
La NASA regarde ça très au sérieux. Après tout, vivre sous l'eau, c'est un peu comme dans l'espace. Sauf qu'on peut faire pipi directement dans la combi. Mais malheureusement, le projet n'a pas continué. À partir de 1968, Cousteau devient une star mondiale. Il a le bonnet rouge, la voix de velours et le charisme d'un capitaine de dessin animé qu'on voudrait comme grand-père. Ses documentaires cartonnent, on regarde la mer avec des grands yeux ouverts et un peu la bouche ouverte. Il devient aussi militant écologiste, bien avant que ce soit à la mode. Il fustige la pollution, s'oppose au cessez nucléaire à Mururoa, et défend les baleines avec la passion d'un avocat vegan dans une boucherie. Il crée la Cousteau Society pour continuer à parler d'océan aux générations futures. Aujourd'hui, on y fait de la sensibilisation, des projets scientifiques et parfois, on essaie encore de réparer le Calypso accidentellement coulé en 1996, un moment où le karma marin a dit non. Son petit-fils, Fabien Cousteau, reprend le flambeau et les bouteilles. En 2014, il passe 31 jours dans une station sous-marine battant le record de Papy. Et sans Netflix. En 1979, son fils Philippe, son complice de toujours et héritier naturel de ses expéditions, meurt tragiquement dans un accident d'hydravion au Portugal. Philippe n'avait que 38 ans. Pour Cousteau, ce n'est pas seulement la perte d'un fils, c'est la disparition de son bras droit, de son double, de celui à qui il rêvait de transmettre son flambeau marin. Ce drame brise l'homme derrière le commandant. Derrière, la voix calme et le bonnet rouge, il y avait désormais une douleur que même les océans ne pouvaient noyer. Après cela, rien ne sera plus vraiment comme avant. Viennent alors les désaccords familiaux, notamment avec son autre fils, Jean-Michel, la gestion de la Cousteau Society, les orientations à donner à son œuvre, les différends sur l'utilisation de l'image du commandant. Les tensions s'enveniment. La famille se divise alors que l'héritage de Cousteau est encore vivant. Côté finance, la situation se complique. L'entretien du Calypso devient de plus en plus coûteux. Les sponsors se font plus frileux. Les coûts des expéditions explosent. Cousteau, toujours plus tourné vers la défense de l'environnement, peine à financer ses projets de rêve. Et comme si le sort s'acharnait, en 1996, le Calypso, ce compagnon de plus de 40 ans d'aventure, est accidentellement percuté par une barge dans le port de Singapour. Le bateau coule dans des eaux troubles, brisé comme son capitaine. Pour un homme qui avait dédié sa vie à faire flotter des rêves sur l'océan, voir son navire sombrer fut une métaphore aussi cruelle que littérale. Cousteau, alors âgé de 85 ans, ne se remettra jamais vraiment de ce naufrage. Son regard, autrefois illuminé par la curiosité et l'émerveillement, semble s'être assombri à jamais. Jacques-Yves Cousteau meurt le 25 juin 1997 à 87 ans. Il repose à Saint-André de Cubzac. Sur sa tombe, une phrase toute simple. Il a aimé la mer. Mais bon, la mer n'était pas jalouse. Elle l'aimait aussi. Cousteau, ce n'est pas juste un nom de rue ou un bonnet rouge qu'on vend chez Decathlon. C'est un pionnier. Chaque fois qu'on met un masque et un tuba, quelque part, on lui doit un merci et potentiellement une palme coche retrouvée dans une crique en Corse. Il a donné aux océans une voix, un visage et un combat. Il a transformé la mer en sujet d'émerveillement et de sauvegarde. La mer, une fois qu'elle a jeté son sort, vous tient dans son filet d'émerveillement pour l'éternité. Phrase de Jacques-Yves Cousteau. Grâce à lui, ce filet est aussi devenu un bouclier, et même après sa mort, l'Odyssée continue.